Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Walter Benjamin. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors, Walter Benjamin, vous êtes bruxellois, Oui. Vous avez 48 ans, vous êtes chef d'entreprise et le 22 mars, vous preniez l'avion pour rejoindre votre fille en Israël. Tout à fait. Pour les rares personnes qui ne vous connaissent pas encore, que vous est-il arrivé ce jour-là? En fait, je me rendais tout simplement à Zaventem pour prendre l'avion, pour aller en Israël voir ma fille pour quelques jours, puisqu'elle y habite depuis quelques années. Et en fait, il y a eu une première déflagration. J'ai cru qu'en fait c'était une blague, un pétard, quelqu'un qui s'amusait. Et en fait, j'ai vu une boule de feu sortir de l'autre terminal. Mais le temps de réaliser en fait que c'était un attentat, eh bien le deuxième terroriste s'est fait sauter à moins de 3 mètres de là où moi j'étais. Donc, vous vous êtes retrouvé Je me suis retrouvé en fait à terre. Il y avait un monsieur qui était à côté de moi qui avait perdu sa tête malheureusement. Et moi en fait j'ai perdu une jambe et je croyais qu'en fait j'avais perdu l'autre également. Oui. Et là, des gens sont venus, après quelques temps, des gens sont venus vous aider. Après quelques minutes, en fait, il y a un technicien de l'aéroport du nom d'Hassan qui travaille là-bas. Et en fait, il est venu vers moi. Il est venu me secourir. Il m'a apporté son téléphone. Il m'a dit, est-ce que tu veux appeler quelqu'un de ta famille? Je dis oui. C'est comme ça que j'ai pu appeler ma maman pour qu'elle prévienne mon ex-femme en Israël de protéger ma fille parce que je sentais que j'allais mourir. Je veux dire, ma jambe avait explosé. Il y avait du sang qui coulait à flot. Si Hassan n'avait pas été là, j'aurais pas été là devant vous aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu Nathan, qui est un militaire, qui est également venu à ma rescousse, et lui m'a fait un garrot, en fait. Ouais. Alors, aujourd'hui, on est bientôt un an après. Oui. Comment allez-vous, Walter Benjamin? Mais je vais mieux, mais disons que je n'ai pas le choix. Je dois aller mieux, en fait, je dois rester positif. La vie continue. Et je dois me battre aujourd'hui pour qu'on n'oublie pas, qu'on ne nous oublie pas, à nous les victimes de cet attentat. Et plus personnellement, vous, d'abord, il y a une jambe où vous n'avez plus rien, où tout va bien. Depuis quelques jours, en fait. Voilà, depuis quelques jours seulement. Oui. Et l'autre jambe, vous attendez une nouvelle prothèse? Alors, début janvier, en fait, j'ai rendez-vous avec le bandagiste pour préparer une nouvelle prothèse. Et là, il va y avoir, entre guillemets, une nouvelle bataille je dis personnel parce qu'en fait, on doit me mettre un genou électronique qui coûte très cher. Ça coûte environ 50 000 € sans la prothèse. Et là, voilà, on ne sait pas qui va payer ça ou si on va la payer. Ça, on va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, je voudrais revenir sur le fait que vous soyez passé d'anonyme à symbole. Parce qu'au sein de BX1, j'ai en fait demandé à tout le monde quel était le bruxellois qui avait marqué l'année 2016. Et c'est votre nom qui est sorti. J'ai posé la même question concernant un groupe ou une association. Et là, c'est le nom des services de secours, pompiers, ambulanciers, infirmières, qui est ressorti pour leur efficacité le 22 mars. Qu'est-ce que ça vous fait d'être aujourd'hui un symbole? Vous avez gagné un autre prix aussi, vous avez gagné un Albert, j'ai gagné un Albert, en fait, avec Michel Vizard, qui est journaliste sur à l'RTBF, et dont la fille est décédée. Voilà. Et on a décidé, en fait, ensemble, d'accepter de participer à la cérémonie, mais on a remis l'Albert. Voilà, moi je l'ai remis à l'hôpital et Michel l'a remis à quelqu'un. Alors, de ce statut d'anonyme, un statut de symbole, comment vous le vivez ça? Parce que vous avez l'impression que vous avez un message à délivrer. Disons que je n'ai jamais cherché à avoir aucune notoriété. Voilà, j'aurais préféré rester anonyme, mais les choses étant, je pense qu'aujourd'hui, il est important de parler, pour d'abord qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé le 22 mars. Je suis un Bruxellois dans l'âme, j'aime ma ville, j'aime la Belgique. Je veux dire, je sais qu'il y a des gens qui se battent contre, mais moi j'aime mon pays. Et j'ai peur que cette Belgique est en train de partir. Et il faut surtout se battre aussi pour que nous, les citoyens belges et surtout bruxellois, eh bien, qu'on n'ait pas la haine de l'autre. C'est pas seulement vivre ensemble. Vivre ensemble, ça veut rien dire. On peut habiter le même bâtiment, on vit ensemble, mais il faut aller au-delà aujourd'hui. Il faut qu'on puisse se connaître et surtout qu'on arrête de stigmatiser aussi toute cette population musulmane de Bruxelles qui, comme je l'ai dit juste après les attentats, veut vivre simplement. Je veux dire, voilà.
Ce ne sont pas des terroristes. Vous aviez effectivement frappé tout le monde par vos posts sur Facebook. C'est comme ça que vous êtes fait connaître, justement en disant arrêtons de stigmatiser la communauté musulmane de Bruxelles. Exactement, tout à fait. Et pas mal de musulmans sont venus vers vous. Beaucoup, beaucoup. J'ai été, en toute honnêteté, très étonnée. J'ai reçu des milliers de messages. Grâce à ça, j'ai rencontré Oussama, qui est un jeune de Molenbeek qui fait beaucoup de choses dans la commune. J'ai été vers les jeunes, j'ai été dans une maison de jeunes. Aujourd'hui, je vois encore des jeunes de Molenbeek. Et ce que je disais avant cet attentat, ce que je pensais déjà personnellement, parce que je connais la commune de Molenbeek, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on ne fait toujours pas, c'est investir dans l'éducation. C'est ça qui va nous aider ici à nous en sortir. Et on ne fait toujours rien. Alors vous parliez d'Hassan tout à l'heure, qui est un de vos sauveurs finalement. Exactement, qui est devenu aujourd'hui comme un frère pour moi. Et vous l'avez amené en voyage, vous l'avez amené en Israël pour visiter Israël avec vous. Oui, et pas seulement pour visiter, parce qu'en fait quand j'étais à l'hôpital, Hassan me disait son rêve c'était d'aller prier à Jérusalem. Parce que dans la religion musulmane, aller prier à Jérusalem, à la grande mosquée, c'est comme faire 500 prières dans une mosquée normale. Et donc la moindre des choses que je pouvais faire pour cet homme qui m'a sauvé la vie, c'était de l'emmener prier là-bas. Et j'ai voulu tenir ma promesse. J'en ai profité aussi pour emmener Hassan, je veux dire, en Israël globalement. On a été à Tel Aviv, on a été à Jérusalem. On a aussi été dans les territoires palestiniens. Et ça, c'est un peu grâce à Hassan, parce que j'avais une appréhension. Et donc, j'ai pu voir le côté palestinien aussi. Mais j'ai voulu montrer à Hassan ce qu'était Israël, que c'était un pays qui était complètement différent de ce qu'on montre en général dans les médias. Et il a été très étonné parce qu'on a été dans un grand restaurant à Jaffa. Il a vu ces femmes voilées, il a vu, je veux dire, les Israéliens, les touristes, tout le monde ensemble. Oui. Alors, d'ailleurs, vous comptez refaire un voyage avec lui bientôt? Oui, alors en fait, là, c'est Hassan qui m'a dit, maintenant, c'est moi qui t'emmène au Maroc. Et je lui ai directement répondu par la positive. Oui. Et alors en Israël, vous avez rencontré le Premier ministre. Tout à fait. Et au Maroc, vous espérez rencontrer le roi. Bien sûr, j'escompte bien rencontrer Mohamed VI, tout à fait. Alors, est-ce que vous comptez rester à Bruxelles, rester en Belgique? Oui, bien sûr. En fait, il y a des gens qui écrivent des papiers sur moi en me disant que je vais émigrer en Israël. Non, je vais faire probablement beaucoup plus d'allers-retours parce que ma fille vit également là-bas, donc j'ai envie de passer du temps avec elle. Bruxelles. Mais absolument pas. Et je ne veux pas quitter Bruxelles ni la Belgique parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire à Bruxelles. Et je ne vais pas le faire seul, mais je vais rejoindre notamment l'association des victimes qui s'est créée. Oui, justement, je voulais parler de ça. Vous rejoignez donc cette association qui compte déjà quelques dizaines de membres. Ils sont une trentaine maintenant. Et donc l'idée, c'est de rassembler toutes les victimes ou les proches des victimes pour essayer d'obtenir quelque chose des autorités. Qu'est-ce qu'il faut obtenir en fait ? C'est surtout pour être entendu, parce qu'aujourd'hui, je vois dans les médias que le gouvernement a libéré presque 700 000 € pour les victimes du 22 mars. La semaine passée, j'ai pu rencontrer une dame qui a été défigurée à Malbec. Et on s'est retrouvés sur un plateau télé et elle m'a dit qu'elle n'avait reçu que 5 000 € depuis le 22 mars. C'est dérisoire. C'est dérisoire. On a trouvé des millions pour refaire l'aéroport, mais on n'a donné que 700 000 € aux victimes. Je trouve ça franchement déraisonnable. Ça n'est pas juste. Est-ce qu'il y a un interlocuteur pour les victimes aujourd'hui ? Il y a un interlocuteur, mais lui, il fait tout ce qu'il peut. Mais je pense que le gouvernement n'est pas à la mesure de ce qu'il devrait faire. On n'est pas soutenu. Il faut rappeler quand même que personne du gouvernement est venu voir les victimes. J'essaye d'en discuter. Le roi est venu vous voir, par contre. Le roi, parce que j'ai demandé à le voir, oui. C'était quelque chose que je voulais absolument faire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un homme qui est venu aux soins intensifs de la Commission européenne, qui venait voir les victimes. Moi, je suis belge, je suis citoyen de ce pays. La première chose que je voulais... Si quelqu'un voulait me voir, c'est quelqu'un du gouvernement belge, pas de la Commission européenne, avec tout le respect que j'ai pour les commissaires. Mais je suis belge avant tout. Ouais, donc vous dites le gouvernement est absent. Le gouvernement est complètement absent. On ne se sent absolument pas
soutenus par le gouvernement, tout à fait. Il y a franchement une grosse lacune par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays comme la France, où là, il y a une prise en charge réelle. Mais voilà, je vous donnais l'exemple du genou électronique qu'on doit me mettre. C'est une bataille entre l'assureur Amlin et Ethias. Il va savoir, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis voilà, je veux dire, on n'est pas des millionnaires, on ne cherche pas à faire de profit en recevant de l'argent, mais je pense par rapport à moi, j'ai une société, j'ai une vie, j'ai des charges à payer. Si je n'ai pas l'aide de mes proches, j'aurais déjà été en faillite de tous les côtés, avec des huissiers à ma porte. Donc ça, c'est l'aspect financier, l'aspect assurance dont vous parlez, mais il y a aussi le soutien psychologique. Est-ce que quelque chose est prévu en la matière ? Alors, on a un soutien psychologique, effectivement. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des gens qui sont là. Mais au-delà, je veux dire, ce qui est important, c'est d'avoir... on vit dans un pays, on aurait voulu avoir un soutien du gouvernement, du Premier ministre. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et ça ne vient pas que de moi. Je parle avec les autres victimes, ils me disent tous la même chose, on se sent complètement abandonné. Donc c'est important que cette association ait davantage de membres. Tout à fait, pour pouvoir peut-être avoir un véritable interlocuteur, peut-être le Premier ministre lui-même. On doit se battre, on doit avoir un poids pour se faire entendre, mais encore une fois, je trouve déplorable que d'une manière tout à fait, je veux dire, normale, que le gouvernement et le Premier ministre, je veux dire, n'agissent pas. On est aussi des êtres humains. Alors, en matière de sécurité, beaucoup de choses ont changé. Il y a eu cet attentat à Berlin au marché de Noël. Quand vous voyez cela, quelle est votre réaction ? D'abord, j'ai mal. J'ai mal parce que, de nouveau, ce sont des innocents qui ont perdu leur vie. Il y a tous les blessés. Voilà, il y a tous ces gens qui sont probablement maintenant pour les fêtes de Noël dans les hôpitaux. Il y a probablement des gens qui sont amputés, qui leur vie est terminée. Donc, on n'en parle pas trop, mais voilà. Mais et sur la sécurité ? Oui, justement, je suis en colère parce que je me dis, c'est le plus grand marché de Noël d'Allemagne. On est à Berlin et on n'a pas mis des blocs de béton, on n'a pas sécurisé le périmètre où se trouvait ce marché de Noël. Alors qu'encore une fois, on sait qu'il va y avoir des attentats. C'est comme à Bruxelles le 22 mars, on savait qu'il se produirait quelque chose et on n'a rien fait. L'Europe ne se réveille pas. Et encore une fois, voilà, je veux dire, c'est la population qui en paye les pots cassés. Merci Walter Benjamin d'être venu témoigner ici sur BX1. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2017 beaucoup plus riante, beaucoup plus souriante pour vous et pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. On se retrouve avec la première interview de 2017, ce sera le 9 janvier. Bonne fête.